en étant honnête, j'ai triché pendant 1 an. Au moins, t'as fait l'année. Je savais que le recrutement des joueurs de foot, etc., ça se faisait beaucoup par vidéo. C'était des vidéos de joueurs qui n'étaient pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre de foot. De foot, frère. J'avais des vidéos de bout qui n'étaient pas moi, mais de dos, t'as capté? Mais du coup, est-ce que t'avais visé un niveau genre des joueurs qui étaient en national ou... Il n'y a pas de limite, frère. On ne le sait pas, mais vous ne le savez pas. Mais il y a des gens qui rêvent à travers vous, tu vois. Et t'as beaucoup de gens qui te voient ou qui ont envie de faire quelque chose qui, eux, ne l'ont pas fait. Et le fait qu'ils te voient le faire, eh ben, ça compense et ça leur fait du bien. Il m'a dit, hey, j'ai tes papiers là, mais elle veut pas les signer. T'as pas fini parce que j'ai pas fini. Say what? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast quotidien Say What, épisode 4. Donc là, aujourd'hui, c'était un podcast qui est assez spécial. Donc là, je suis invité de mon big bro. Vous essayez de dire c'est comment? On est là, merci de m'avoir. Et vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Très content, je suis pas là pour longtemps malheureusement, mais il fallait que dès que j'ai eu l'invitation et que tu savais que tu allais arriver en France, et que tu m'as dit que tu voulais vraiment que je fasse partie de ton aventure, bah obligé, hein, que je vienne te soutenir. Et voilà quoi. Et à ça, j'ajoute que j'aimerais vous féliciter un par un. Mourad qui est en Belgique, toi qui as ton plan, bah, si Dieu veut, de partir aussi et faire ton aventure aux États-Unis. Et bah, même d'avoir ça en même temps en attendant bah, toutes les procédures, d'avoir le fait que tu as ton podcast qui tourne. Louis, qui a eu son aventure aux États-Unis, continue à faire ce que tu fais. Et Fabou, qui est multitalent, qui est dans la photo, qui a ses idées et qui arrive à y aller. Vraiment, félicitations à vous et vraiment, lâchez rien. Donc, Merci. Merci, ça fait plaisir. Donc voilà, donc avant de commencer le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mr Smash. Donc voilà, commenter, liker, ça coûte rien. Donc voilà. Et encore une fois, le podcast sera en 2 parties vu que ça sera un format qui sera assez long. Et ce que j'ai tout dit, on est bon. Là, je pense qu'on est bon. Donc voilà, donc les présentations, vous savez déjà. C'est peut-être que vous avez déjà vu. Donc on peut commencer au vif du sujet, les gars. Donc comme mon frère l'a dit, bon là c'est un podcast spécial. Ça va être axé sur lui. On va parler un peu de la vie des States. Voilà, tu vas nous donner un peu ton point de vue. avec plaisir. Et donc voilà, pour moi en tout cas, tu es la personne adéquate pour ce podcast. Donc voilà, Dius, toi, comment t'es venu cette idée de... En fait, partir aux États-Unis, ça a été quelque chose, bah, je pense, pour tout le monde, à première vue, quelque chose de vraiment d'impossible. Impossible. Voilà. C'est que quand on commence à regarder, bah, laisse-moi revenir en fait sur pourquoi les États-Unis. Donc, moi, je suis né en 89 et la génération 89, 90, même qui dérive sur les années 2000, on a vraiment été matrixé par les États-Unis. Donc, comme l'exemple que j'aime bien prendre, c'est quand, pour ceux qui avaient une maman qui travaillait pas, à midi, quand tu rentrais chez toi, et ben, à la télé, c'était Dallas qui était en train de jouer, c'était les Feux de l'amour. Le dimanche, après le match du grand frère, c'était Walker Texas Ranger. Il y avait MacGyver. Et à ça s'ajoute bah, la musique, tu vois. Le hip-hop, les gens qui nous ressemblent, qui showcase un peu la réussite, le business, etc. Donc moi, en étant petit, je regardais à droite, à gauche, dehors, tu vois. Et je pense que j'ai toujours eu ce cadeau où j'arrivais un peu à voir les limites de l'endroit où je suis. Donc je suis capable de regarder un environnement et de me dire, hey, je pense pas que ça va le faire pour moi ici. Tu vois, donc j'ai eu cette idée qui faisait que pour moi, la réussite, c'était impossible que ça se fasse en France. Je pouvais regarder à droite, à gauche, à chaque fois que j'essayais de me projeter, à travers, même en regardant, en ayant après le bac, etc., je regardais et j'essayais de voir tu vois, les cursus, qu'est-ce que tu peux faire avec du droit, machin, et je comparais toujours. Ok, bah imaginons que je vais faire médecine, je regarde un médecin en France, après je regarde un médecin aux États-Unis. Et ben je me disais, bah j'ai envie d'être médecin aux États-Unis. Tu vois, genre je comparais toujours. C'est quoi, en fonction de l'argent? C'est quoi, Non, pas forcément en fonction de l'argent. Déjà, de toi, t'as 34 ans, t'as vu combien de Renois médecins en France?
Ouais, c'est vrai. Ok, t'as vu combien? T'as vu, on a grandi dans un département. En termes de représentativité, Représentativité. On a grandi dans un département où les gens, ils avaient des avocats parce qu'ils avaient des problèmes de justice. T'as vu combien d'avocats qui te ressemblent? Voilà, tu vois. Et ben en fait, quand tu regardais les séries où les gens, bah tu regardais avocats qui te ressemblent. Peut-être qu'il a le nom Jackson, le nom Curtis, mais ça me parlait. Tu vois, moi ça me parlait de voir que quelqu'un, il est capable d'être dans un building dans Manhattan et qui était capable d'avoir ce genre de choses. Et en fait, bah c'est tout bête et même peut-être très rêveur de se dire bah t'es pas capable d'être médecin en France mais tu veux aller être médecin là-bas. Bah en fait, moi il y avait pas d'issue. Donc t'as pris la décision à quel âge de vouloir partir? En fait, le plan, je me suis toujours dit, je le disais depuis petit, depuis 8 ans. Ah, c'est fou ça. Ah oui, aussi jeune. Ah ouais. C'est fou ça. Tu vois, dans la moto, tu vois, quand à chaque fois il disait, je veux devenir Son Indo. Un jour, j'irai vivre aux États-Unis. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi jeune. Au quartier, tu peux demander à qui tu veux. Tu peux demander je viens de Bonneuil-sur-Marne, tu peux demander à toutes les personnes qui me connaissent, du collège. Je disais déjà, j'allais aller aux États-Unis. Comment ça se fait que tu as eu la maturité à cet âge-là? Parce qu'en général, effectivement, au-delà des exemples que tu as pu voir à travers la télé, le software américain, etc., comment ça se fait qu'à 8 ans, parce qu'en général, à 8 ans, tu ne te poses pas forcément ces questions de se dire, bah voilà, je vais traverser l'Atlantique pour pouvoir... Comment ça se fait que vraiment tu as eu ce choc-là à cet âge-là? Je vais te dire, tu vois, après, j'ai regardé, avant, nous, déjà, Dieu merci, on avait Internet. Tu vois, à notre époque, Internet, c'était quelque chose qui n'était pas accessible à tout le monde, malheureusement, tu vois. Mon père, il avait Internet, et donc moi, quand j'ai eu Internet, les musiques que j'écoutais, eh ben, je téléchargeais les vidéos. Donc ça fait que j'ai été présenté à des reportages, à des choses où je voyais en fait comment les gens... Après, c'est bête parce que tu vois que le bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et je dis souvent que les États-Unis, c'est le pays qui a le meilleur marketing du monde. Parce qu'ils sont capables de te vendre une idée à quelqu'un qui habite dans une banlieue dans le 94, à te faire croire, à être capable de t'envoûter à ce point et d'être capable d'aller voir ma mère et lui dire « Hey maman, je vais t'acheter ça, tu verras. Tu vois, je vais t'acheter ça. » Parce que tu voyais les vidéos à l'époque, tu vois, on regardait les Bobo, Roméo, et t'avais les MTV Cribs. Donc tu voyais les petits dans leur maison et tout ça. Et ben moi, quand je voyais ça, je voulais ça pour ma mère. Tu vois, je me disais « Hey, je vais... T'inquiète, maman, je vais acheter ça. » Des fois, j'appelais ma mère à la cuisine. Ouais, tu t'identifiais voilà, et ça t'aidait à te projeter. Okay. Je disais, maman, viens. Elle sort de la cuisine, elle regarde. Je dis, maman, t'as vu les toilettes en or? C'était qui? C'était le père de Roméo. Ouais, Master P. Master P, il avait les toilettes en or. ça t'a marqué. T'inquiète, je vais acheter ça, tu verras, maman, ça va être un truc de fou. Donc, en fait, il y a eu ça. Et après, vraiment, ce qui a vraiment cimenté le fait que I'm gonna go, c'était un ami d'enfance avec qui qu'on considère la famille, tu vois, qu'on considère comme cousin. Vraiment dédicace à eux, la famille Sania, Dameria et François. Et François était le premier que je connaissais qui était parti et qui avait mis les pieds aux États-Unis et qui vivait vraiment là-bas, qui vivait sa vie d'étudiant en première instance. Donc quand j'ai su, je me rappelle, j'étais sur MSN, je parlais avec Damaria et elle m'a dit, après vu que Damaria elle avait déménagé, elle n'avait pas su, elle n'était pas là en fait mes années de collège et que j'avais ça en tête. Donc je me rappelle le jour où en fait elle m'a dit ouais François il part au States l'année prochaine, ça m'a fait comme quand tu vois quand Naruto il apprend que Gaara est devenu Hokage. Ouais, je captais. Je me suis dit, il a un train de retard. Je me suis dit, ok. Je me suis dit, ok. Et là, on était abonnés à l'époque, tu vois, donc il y a pas d'issue. Lui, il avait ton âge ou il était... Non, il a l'âge de mon grand frère. Ouais. Ah, moi, j'ai l'âge de Damé et François, il a l'âge de mon grand frère, de Théo. Et c'est là où je me suis dit, ok, donc c'est faisable. Tu vois, lui, il l'a fait, c'est faisable. Et en fait, on a tous besoin de quelqu'un. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de savoir que tu connais quelqu'un, vraiment que tu connais, qui l'a fait, plutôt que d'entendre « Ah, je connais un gars de... » Tu vois, quand tu as vu une personne qui a passé des épreuves, tu vois, pour y aller, je te parle d'épreuves comme... Tu vois, quand j'ai eu mon bac, tout le monde est parti en alternance, en BTS, tout le monde savait ce qu'il voulait faire. Moi, mon gars, je travaillais de nuit à l'usine. Tu vois, donc les gens, ils m'ont vu.
Ils m'ont vu ne pas aller à l'école, finir, marcher, parce que j'avais pas le permis à ce moment-là, aller à l'usine, travailler, tu vois, de nuit. Les gens, les trucs qui me marquent, moi, c'est que j'allais à l'usine travailler de nuit, parce que moi, je pensais à mon rêve de je vais partir. Et le truc, c'est que j'ai économisé sans savoir le process. J'avais pas commencé, mais je me suis dit, je vais mettre de l'argent de côté et je vais chercher, tu vois. Je vais chercher, je vais me documenter et je vais chercher. Et je travaillais là, un truc qui m'avait choqué, c'est que les gens qui, eux, allaient à l'école à l'avance, ils m'ont vu, en revenant de boîte, ils m'ont vu marcher, tu vois, à Fontenay, vers le point P à l'époque. Ah ouais, le hustle, hein. Ils m'ont vu marcher pour aller à l'usine taffer. Ils m'ont vu marcher. « Hey, Dus, c'est comment, tu vois ?» Ça revenait de boîte, moi, je me levais pour aller travailler. Ils m'ont vu, ça, tu vois. Et bah de là, en fait, pour répondre à ta question, c'est voilà, que j'ai vu quelqu'un qui l'a fait pour de vrai, ça me motivait. Ça fait que toutes ces années, première, seconde, première, j'avais ça dans ma tête. Mais tu vois, comme quoi, des fois, tu sais, tu as l'impression qu'il y a une voie dorée une fois que tu as terminé les études, en tout cas le bac, qu'il faut absolument aller soit à l'université, soit aller dans un parcours un peu plus professionnel. Au final, toi, tu as pris du temps, bah, tu t'es dit, voilà, je vais travailler pour me constituer un petit pécule. Parce que tu avais déjà ton plan en tête. Après, Mais est-ce que tu en parlais ou est-ce que c'est quelque chose que tu gardais pour toi, ce plan-là? Juste une petite correction, excuse-moi. C'est que j'ai fait une année de fac, ici malgré tout. En fait, mon père ne m'a pas laissé le choix. Moi, dans mon cœur, au fond de moi, je savais que ça ne servait à rien. Tu l'as fait pour le daron. En fait, je me suis inscrit à ce truc AEI. Je ne me rappelle même plus le nom du truc. Je l'ai fait, c'est à Paris 12, dédicace. Je l'ai fait, je suis parti là-bas. Et en étant honnête, j'ai triché pendant 1 an. Au moins, t'as fait l'année. J'ai fait l'année. Et en fait, pour dire aux gens, tu vois, pour dire aux gens, et je pense que c'est vraiment important. J'ai eu mon année, mais je me regardais dans une glace et je me suis dit, regarde, je passe en L2, je connais rien de ce qu'on a fait là. Je connais rien de ce qu'on a fait. Donc et il n'y a pas que moi, tu vois. Je te parle de toute la lignée, tous les gars qui me connaissent. Vous tous, vous avez triché. Vous avez tous triché. Tu vois, vous avez voulu continuer pour aller en L2. Ils ont continué, ils sont allés en L2. Moi, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Parce que la plupart, ils sont passés L2, L3, et ils l'ont eu la L3. Mais on se connaît, on se sait. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien appris. On n'a rien appris. Et même le titre, les personnes, s'ils peuvent, après, ils ont le temps de marquer AEI, ça signifie à quoi? Je peux pas te dire, je me rappelle même plus ça signifie à quoi. Donc même le bout du cursus, c'était pour aller où? Tu vois, j'en sais rien. Et je me voyais pas être là, après terminer fonctionnaire. Et voilà, ma famille, il y a des fonctionnaires. Mais c'était pas pour moi, tu vois. Donc, terminer une année scolaire où j'ai rien fait. Je me levais juste le matin tôt, y aller. Je faisais ce qu'il y avait à faire pour passer mes notes et après rentrer chez moi. C'est bon. Tu vois, donc au final, l'année d'après, c'est là où j'ai eu le culot de dire à mon père, je m'inscris pas en L2. L'année d'après. Donc, quand j'ai fini mon année 1, c'est là que je suis parti à l'usine travailler de nuit, etc. Et tu voyais tout le monde. Tu vois, partir, aller dans leurs écoles, aller faire A, B, C ou D. Et voilà quoi. Donc j'ai complètement refusé. Il y en a beaucoup qui étaient dans ton cas, hein, qui n'osent pas affronter le daron parce qu'ils se disent, voilà, mon père, entre guillemets, m'a prévu ça. Je vais aller jusqu'au bout et puis peut-être que je vais me planter et je vais me poser les questions nécessaires pour pouvoir ensuite faire vraiment quelque chose qui me passionne. Toi, tu as eu le culot de le faire. Franchement, surtout que nos darons, mon daron, il tape dans la fonction de l'éducation. Donc en fait, pour nous, c'est encore plus compliqué. Bah, c'est ça, carrément. Tu vas arrêter les cours. C'était impossible. Non, mais c'est fort, c'est-à-dire qu'il faut avoir la maturité de dire non. Parce que je pense que au-delà de la pression des darons, c'est même la pression de la société. Parce que, entre guillemets, on nous a appris qu'une personne, c'est un titre. Entre guillemets, si t'es pas ingénieur, etc., t'es pas. Et maintenant, finalement, le président nous apprend que tout ça, c'est du pipeau. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas ingés. Pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est juste que ça les intéresse pas, en fait. Ils ont des métiers manuels et ils gagnent bien leur vie. Et ils sont heureux dans ce qu'ils font, en fait. Exactement. Et le truc, c'est aussi... tu vois, quand on dit, le daron, le problème, c'est que moi, en fait, à un moment donné, je suis parti le voir et je lui ai expliqué qu'il n'y a pas de sens, tu vois. Donc, mon père aussi savait depuis jeune, parce que bah, forcément, quand tu dis à ta mère, elle sait les rêves que tu as. Et moi, j'étais souvent le petit que quand je galérais, et si tu veux, parfois, je souffrais de ça, c'est que des fois, j'aime bien rêver avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand j'étais au quartier, j'aimais bien être avec quelqu'un et dire, quand on aura 18 ans, on va aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Bien, on ira là. Et à l'époque, j'aimais bien être posé et rêver avec quelqu'un, tu vois.
Et des fois, quand t'entendais, vas-y, on sera à Bonneuil, frère, on ira nulle part, etc. Tu vois, t'arrêtes de parler. Voilà, tu redescends sur terre, tu rentres chez toi, et j'avais besoin de ma mère. Donc ça fait que avec toi, ça n'a pas marché, ma conversation, mais je vais rentrer avec ma mère, je vais parler, ma mère, elle va rigoler, tu vois, elle est sur le côté, elle te regarde, elle rigole, et moi, je continue, tu vois. Et ma mère, c'est ça, elle me regardait en train de dire des trucs qui paraissaient fous, tu vois. Et ça m'aidait. Donc, de là, en fait, mon père savait qu'aller aux États-Unis, c'était vraiment quelque chose que j'en parlais depuis tout petit. Et le jour, en fait, quand je suis parti lui parler, c'était l'année L2, il fallait s'inscrire, je lui ai dit, papa, c'est mort, je vais pas m'inscrire, j'ai envie de tenter ça. Et en fait, je pense que la détermination qu'il a vue que j'avais en moi, sans avoir vraiment de plan, hein, tu vois, il s'est vu en moi. Tu vois, parce que mon père, il parlait de la France de la même manière que moi, je parlais des States. Ok. Tu vois. Donc il s'est reconnu dans ton discours. Mon père, c'était le gars qui était au bled, qui disait à ces gens, moi, j'irai en France. Tu vois, et pas en mode clandestin. Moi, on va venir me chercher, j'irai travailler. Mon père, il a jamais fait la queue à la comment ça s'appelle? Oui, comment on appelle ça? Préfecture. À la préfecture. Mon père, il arrive à la préfecture, on l'a donné ses papiers, terminé, il a travaillé. Mon père n'a jamais papa, il a jamais eu le Tour de séjour. Non, comment on appelle le truc pour les chômeurs? Le Pôle emploi. Chômage. Mon père, il arrive en France, il a travaillé toute sa vie. Ouais. Toute sa vie, fonctionner. Après, au-delà de la déter qu'il a vue dans tes yeux, je pense qu'il y a aussi le fait que tu aies constitué que tu aies mis de l'argent de côté. Je pense que tu lui as montré par A plus B, grosso modo, que tu t'étais préparé à... À ce moment-là, je n'avais pas l'argent. Ah ok, mais tu savais que... Mais okay. il savait que j'avais expliqué que je vais travailler de nuit, je vais gagner temps, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois. Et en fait... T'avais un plan finalement, tu dis que t'avais pas de plan, mais t'avais un plan. Voilà. Mais lui, tu sais, quand il voyait le travail que quand tu te vois partir à 21h, tu rentres à 6h, pour quelqu'un qui a déjà souffert, voir son fils qui souffre, ça fait quelque chose. Tu vois, il se dit, non, là, peut-être lui-même, il avait pas fait, il faisait pas ce que moi je faisais. Donc, il voyait un peu que, non, le petit, là, il est trop déter, tu vois. Donc, en fait, après, de là, ça devient de la fierté, limite, de regarder le fait que, non, on a toujours besoin d'un premier qui aille casser les murs, ou quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, parce qu'après, le reste, ça va suivre. Et tu as toujours besoin de quelqu'un qui aille tout pour découvrir. Raconter l'expérience, te faire un... Ouais. Et du coup, t'as avec Joe Daron, t'as exposé ton plan. Mais Daron, au début, il a bien pris ou... En fait, c'est le truc de fou, c'est que en premier temps, c'est que moi, quand je cherchais pour aller aux États-Unis, François, mon pote d'enfance, lui, il était y allé avec une bourse sportive. Et une bourse sportive, donc il avait fait un programme, etc., etc. Et moi, en fait, quand j'y allais, quand je cherchais à y aller, j'avais pas cette occasion-là parce que j'avais arrêté le foot pendant un moment, tu vois. Et la seule issue pour moi, c'était de faire il y avait des programmes d'anglais à l'époque que les universités elles-mêmes offraient. Et par de ce programme, ça faisait un pathway, un pont qui te permette d'intégrer l'université juste après. Et c'était ça le truc. Donc, tu vois, quand j'avais présenté ça à mon père, la première fac que j'avais trouvée, c'était une fac à Houston, dans le Texas. Je trouvais ça, j'imprime je suis dans ma chambre, j'ai mon PC, j'imprime... Attends, vite fait, je te coupe. Tu cherchais au hasard ou... Ouais, même moi, j'allais poser la même question. En fait, il y a une ville qui t'intéressait en fonction non, ou tu voulais juste aller aux États-Unis? Moi, je voulais aller aux États-Unis. D'accord, ok. La première ville qu'il acceptait, peu importe. Ouais. Pour moi, c'était je voulais aller aux États-Unis et je me connais, peu importe où ça, je vais y aller, ceux que je dois rencontrer, je les rencontrerai. Tu vois. Et je m'étais dit, j'avais regardé, donc je regardais en fait tout ce qui était Language Institute, machin. C'est ça, à l'époque, si le PC, on arrivait à regarder les mots-clés que je mettais dans Google, c'était Language Institute que je tapais partout. Parce que voilà, j'avais eu un truc, on peut faire un flashback. Je parlais beaucoup avec Damaria et elle m'expliquait que voilà, même Damaria, elle a été allée voir son frère et elle avait eu une conversation parce qu'elle aussi, elle voulait y aller. Tu vois, elle aussi, son frère était allé, mais Damaria aussi voulait y aller, tu vois, vivre là-bas, faire ses études, etc. Et elle était revenue, m'avait donné voilà, les options. Sport, soit tu as un talent, tu fais de la musique, etc. Et toi, t'avais rien de tout ça. Frère, j'avais rien. Tu vois, j'avais rien, tu vois. Mais tu connais, j'avais rien et je m'étais dit, tu sais quoi, il faut que je mette juste un pied. Tu mets un pied, après on verra, tu vois. Et moi, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent trop tôt.
Tu vois, la personne qui va regarder, OK, voilà les options pour aller au State. Il fait pas de sport, il fait pas de musique, et il a pas eu mention très bien au bac. Il arrête. Il va pas se dire, oh, je vais y aller vraiment. Tu vois? Ouais, Moi, parce qu'il se dit qu'il entre dans aucune case et qu'il a pas de. t'as capté. Et ben moi, j'ai dit, OK, je vais entrer dans le truc je vais entrer dans la langue, parce qu'à la base, même, je vais aller au State, mais même mon anglais, il est anglais de terminale. S. C'est-à-dire que C'était pas déjà un bagage au niveau de l'anglais? Non, j'avais au bac en anglais, j'ai eu 12. Et j'ai eu un bac S, moi, tu vois. Donc j'étais vraiment, voilà quoi. Parce que justement, c'est quoi les prérequis pour aller là-bas, au-delà de, là tu parlais de pathway, etc., éventuellement le sport, parce que bah, forcément l'université, ça représente des frais par rapport à la France où on a l'habitude de voir que tout soit géré par l'État. Donc c'est quoi? C'est le budget en premier lieu. Après, comme prérequis, t'as quoi? T'as, je sais pas, un parcours atypique. Comment tu postules justement à ce genre de... En dehors de moi, tu parles? Si quelqu'un veut y aller? Ouais. Quelqu'un qui veut aller s'inscrire aux États-Unis, il va passer par vraiment une épreuve assez compliquée, compliquée. Tout est relatif, ok? Si t'es quelqu'un qui a les fonds, trouver 20 000 euros et avoir dans ton compte montrer que tu as 20 000 euros, voilà, c'est la première étape. Voilà, c'est la première étape. Après, c'est toute fac et tout état est différent. Tu vois, nous, à l'époque, on m'avait demandé, il fallait avoir 15 000 euros sur le compte pour dire que je suis capable d'avoir le visa étudiant. Voilà, ouais. Donc, tu dois avoir ça, tu dois être accepté par l'université. Ça aussi, c'est quelque chose. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont les notes, qui ont passé leur bac et compagnie, et qui n'ont pas forcément les notes assez élevées pour être acceptés dans une fac comme USF, dont tu es allé, ou des grosses facs publiques genre UF ou University of Houston, plein de facs comme ça. Après, tu entends beaucoup les gens qui ne connaissent pas, qui vont lâcher UCLA, Harvard et compagnie, bon courage. Et donc voilà, avoir l'argent vis-à-vis de l'ambassade, avoir être accepté par l'université, en deux, et après être capable de montrer que quand tu vas arriver là-bas, tu vas pas être une charge pour le pays, tu vois. Donc ça, c'est assez compliqué. Tu vois, t'arrives aux États-Unis. Une charge dans quel sens? Une charge sociale. Ça veut dire que il faut que tu leur montres que quand tu arrives aux États-Unis avec un visa étudiant, sachant que le visa étudiant ne te permet pas de travailler en dehors de la fac, et même là, c'est assez tricky. Parce que dans la fac, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à la fac. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des troisième parties. Tu vois que c'est des entreprises qui sont venues et qui travaillent en dessous de la fac. Par exemple, ceux qui ont été dans les facs américaines, vous savez qu'il y a McDonald's, il y a Burger King, tu as Chick-fil-A, Starbucks et compagnie. Donc, quand tu es étudiant avec un visa F1, eh ben, les seuls endroits où vous pouvez travailler dans la fac, ça va être la librairie, ou même, je crois, nettoyer la fac, c'est une autre compagnie. C'est une autre entreprise qui s'occupe de tout ça. Donc, je pense que la librairie, souvent, c'est ce que tu vas voir beaucoup de gens, étudiants étrangers, travailler dans la librairie de l'université. Tu sais que je savais même pas ça. Hein. Parce que même moi, à l'époque, effectivement, il fallait que j'ai un certain montant sur mon compte pour prouver que voilà, je pouvais y aller. Et du coup, mes parents avaient fait un emprunt, mais je savais même pas que tu pouvais bosser ouais, tu peux. Dans certaines parties de la fac. Ok. Et ça, je parle légalement. Ok. Donc après, vous êtes, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire quand t'es pas chez et toi, assumer les conséquences. Ouais, c'est ça. Sinon, aux États-Unis, je ne le ferais pas. Voilà. Donc c'est ça. C'est être capable de montrer tout ça à l'État et après passer par tout ce qui est papier, aller à l'ambassade, être en face à face avec l'agent qui lui va décider de s'il vous met le tampon ou s'il vous le met pas. Donc voilà. Et là, vas-y, on va revenir un peu sur toi. Ouais. Là, du coup, donc là, le daron, tu expliquais que tu voulais partir, etc. Ouais, donc je disais, je cherchais les bonnes facs à amener à mon père pour montrer le plan, quoi. Et mon père, il m'avait dit qu'il allait m'aider financièrement dans la journée. Et donc j'avais fouillé, j'avais trouvé Houston, j'avais trouvé une autre fac vers le... j'ai oublié Huntington. Ah, c'est Alabama, non? Non, ouais, quelque chose comme ça. J'avais trouvé Ohio, etc., etc. Et j'avais ramené à mon père. Et la première, c'était 25 000 qu'il fallait. Après, je me rappelle, il avait fait, ouais, non, c'est chaud.
Mais c'était quoi tes critères? C'était genre la moins chère avec un programme En fait, moi, si tu veux, mon père, il m'avait dit, ramène-moi les facs. Tu vois, fais ce que tu as à faire, ramène-moi quand les dossiers, les prix et compagnie. Donc, j'avais fouillé et je trouvais les prix, tu vois, genre Houston, 20 000 et compagnie. Et là, d'un coup, je trouve une fac qui s'appelle Tampa. Non, pas Tampa. University of South Florida, USF. Je tape le quetru. Déjà, le logo, il est vert. Tu vois, j'ai grandi à Bonneuil, ma couleur, c'est vert. Tu vois, genre, C'est un signe. je regarde Tampa, et tu sais, donc je prends les papiers et je montre à mon père, et le prix, en fait, c'était juste 10 000 tourons, Ah ouais? frère. À l'époque, attends, 10 t'es 000 parti quand? à l'époque, en fait, ça coûtait pas 10 000. Ils voulaient que tu aies 10 000 sur ton compte. Tu vois, les autres que je te parlais, c'était pareil. Ils voulaient que tu aies ça sur ton compte. Et je regarde Tampa, ils demandaient 10 000 $ sur le compte. Mais quand je l'amène à mon père, je les avais déjà, les 10 000. Tu vois ce que je veux dire? J'avais travaillé de nuit, 5 mois de nuit, tu les as, tes 10 000 €. Tu vois? Et on parlait en euros, et à l'époque, l'euro et le dollar, c'était une dinguerie. Tu vois? Donc je regarde, je me dis, wow. Donc je l'amène à mon père. Mon père regarde, il me dit, mais ça, c'est très bien. Parfait. Donc il me dit, c'est très bien. Je commence à envoyer les papiers. Donc je fais le questionnaire, j'envoie. Quand est-ce que j'aimerais venir? Je mets janvier 2010. Et voilà quoi. Donc là, je te parle de ça. On est au mois genre de peut-être février, mars. Et je mets juin 2010. Donc il me reste tout ça. Juin 2010. Non, je mets janvier 2010, excuse-moi. Donc voilà, t'attends 2-3 mois, ça répond pas. D'un coup, je reçois une lettre qui dit que je suis accepté. Ouais, enfin, en 2 mois, je reçois une lettre qui dit que je suis accepté. Et d'un coup, ça m'envoie toutes les épreuves à faire. Visa, machin, les fonds et compagnie, ça va très très vite. Tu vois, ça va très très vite. Donc moi, sur le coup, dès que je vois que je suis accepté, ce que je fais, c'est que je regarde en fait, et quand je reçois la grande lettre de USF, je reçois la grande lettre, c'est en vert, et je vois il y a un palmier dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde, je vois il y a un palmier dessus. Donc je prends le truc, je tape Université de South Florida, je regarde avec Google Earth, je regarde c'est où, je me dis mais non, c'est en Floride. Ah ouais, tu sais pas que c'était là. J'étais tellement concentré sur les 10 000 que j'ai pas regardé où. Donc quand je regarde, je vois Université de South Florida, c'est en Floride. Oh là là. Donc je rentre, je tape l'université, et sur YouTube, il y avait une émission, c'était 2 jeunes qui allaient dans toutes les facs des États-Unis et qui faisaient la visite en fait en caméra, quoi. Mec, je tape l'Université of South Florida, je regarde, je m'installe. Je suis dans ma chambre. Ouais. Je m'installe, je regarde la fac, j'avais les larmes aux yeux. Il s'est dit, c'est ça qu'il me faut. Mais imagine le même concept. 2 gars qui font les tours des universités d'Île-de-France. Regarde, tu regardes même pas 2 minutes, wesh. Mais le truc, c'est que tu vois, Créteil. c'est ça, c'est que moi, tu vois, j'ai fait la fac à Créteil. Ah ouais, non. Et quand je vois la fac où je vais aller, et encore une fois, c'est pour apprendre l'anglais, c'est pas en mode... 2 poids, 2 mesures. Voilà, je regarde le truc, mais c'est insultant. Tu sais, je me dis, mais attends, on se levait le matin là pour aller là. Aller le Crous, le métro, le truc. Là, je me lève, je voyais tout ça. La piscine, le stade, tout était vert, tu vois, le soleil. Tu sais, les gens qui font les vidéos du USF, c'est un beau campus. Ouais. Non, vraiment, mais ils mettent l'argent aussi. Hein. USF, c'est un très, très beau campus. Et en fait, quand je regardais, j'étais assis, mais je revenais pas. Je me suis levé, j'ai appelé Régis, j'ai appelé mon grand frère. Regarde le truc. Je me rappelle la salle même, rien que la salle de sport. À l'époque, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Après, ils te montrent le en dehors de la ville. Tu vois la ville, comment c'est... Et bordel, c'est en Floride, tu vois. Et ce qui était beau, c'est qu'à l'époque, Tampa, cette ville-là, elle était inconnue de tout le monde. Personne ne connaissait Tampa. Tampa est connu depuis Covid, je crois. Non, même Tom Brady, je pense, non? Ouais, depuis Tampa, il est arrivé après Covid. Ouais, tu vois, mais Tampa, pendant là le temps, c'était une ville. Quand je disais aux gens, j'habite à Tampa, ils ne savaient pas. Tu vois, les gens ne savaient pas. Même des gens des États-Unis, tu disais Tampa, ils ne savaient pas c'était où. Oh, ils vont dire, ah ouais, les Rays, ils jouent là-bas. Dexter, non? Ou Dexter, souvent. Ceux qui étaient vifs, tu voyais que Dexter, il avait souvent... Voilà. Voilà, tu vois. Et tu voyais ça souvent. Donc, le jour où j'apprends que je vais aller au States, je me rappelle que la fac m'a accepté. Je me rappelle, je mets la fac, à l'époque Facebook, je mets le lien sur notre mur. Le mur. Je mets le lien sur le mur. Et là, je dis, voilà. Tous ceux qui étaient faire votre BTS dans votre école là, à Paris, tu sais, on dit c'est une école, mais c'est un immeuble, mon frère, ils vendent du pain au chocolat en bas, il y a un truc, il y a une crêperie, mais ton école, elle est en haut, soi-disant, t'as payé 10 000. Mon frère, moi, je vais là-bas, tu vois.
Et j'avais mis ça, en fait. T'as et, dû faire des envieux de fou, non? T'as eu des Après, réactions ça, un peu? Enfin, quand je dis des envieux, pas des envieux au sens péjoratif, j'ai eu mais... énormément de gens qui ont... En fait, c'était... pour beaucoup, c'était... Je recevais beaucoup de messages de copines d'enfance qui me disaient, Attends, je me rappelle, quand tu disais ça, c'était incroyable. Et que là, c'était plus vraiment, inspirant, en fait. Ouais, même aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai grandi qui sont vraiment fiers, tu vois. Et qui m'en veulent même parce que je me pose pas assez. Tu vois, je mets pas, en fait, beaucoup ce que je vis parce que, pour beaucoup, on le sait pas, mais vous ne le savez pas, mais il y a des gens qui rêvent à travers vous, tu vois. Et t'as beaucoup de gens qui te voient ou qui ont envie de faire quelque chose qui, eux, ne l'ont pas fait. Et le fait qu'ils te voient le faire, eh ben, ça compense et ça leur fait du bien du fait que, eh ben, voilà, je le suis. Et même, on s'en fout de l'échelle. Tu vois, peut-être toi, tu as fait quelque chose sur échelle très grande. Ça reste relatif, tu vois. Pour quelqu'un qui vient, un Cyril Ngannou, ce que j'ai fait, c'est 0. Francis Ngannou. Francis Ngannou, ce que j'ai fait, c'est 0. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que quelque chose de grand, c'est relatif en fonction d'où on vient, de ce que tu fais. Mais tu as des gens pour qui, je sais pas moi, mais sortir de l'habit dans lequel ils ont grandi, c'est quelque chose de très grand et qui n'ont pas pu le faire. Tu vois, et le fait de t'avoir vu le faire aller loin, ben, ils disent, attends, eh ben, je vais déménager, tu vois. C'est tout bête, mais les gens vivent à travers nous par défaut, tu vois. Au même titre que toi, tu as vécu à travers François quand il est parti. Tu t'es dit que c'était possible à partir de ce moment-là. Et là, du coup, tu reçois la lettre. Je reçois la lettre. Et là, t'es pris. En fait, il t'accepte comment en tant qu'étudiant tel que t'es? Ouais, en fait, il m'accepte en tant que. En fait, c'était ça. C'est que. Et c'est là où il y a eu la confusion, confusion forcée de ma part. Ouais. Parce que tu as vu, nos parents, ils se sont dit, il va aller à la fac, c'est bon, il est bon. Moi, je savais que c'était juste la phase de langue. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas pas aller inquiéter. Après, c'est ma manière d'être. J'allais pas aller expliquer à mon père, ouais, tu sais quoi, c'est que la langue là, après il faut. Non. Et c'était juste pour un semestre ou 2 semestres en fait, c'était en fait en fonction. Là, j'avais payé pour un semestre. D'accord, du coup pour 6 mois alors. Juste... Voilà, t'as capté. Et le truc, c'est que les cours, même, parce que tu vois, il fallait 10 000 € sur le compte. Les cours de langue à USF, je me rappelle, j'avais récupéré ma carte Gold à BNP, parce que c'était la seule carte qui était acceptée pour pouvoir payer à l'étranger. J'avais payé 3 500 $. Donc c'était rien. Tu vois ce que je veux dire? Juste les cours d'anglais. Juste les cours d'anglais. Mais j'étais un étudiant de USF, mais qui était strictement rodé pour apprendre l'anglais dans la English Institute de USF. Mais il te demandait 10 000 parce qu'en fait, au-delà des 3 500, il fallait que tu vives, vive, il fallait que tu aies un logement, exactement, etc. Exactement. Donc j'ai fait ça. Et voilà, j'arrive là-bas j'ai été pris en tant que étudiant qui était là pour apprendre l'anglais. Et voilà, après, t'as suivi le reste. Je vais à l'ambassade. On arrive à l'ambassade, mon père était venu avec moi, je me rappelle, on était habillés, je me rappelle, j'avais mis une chemise, tu sais, voilà, tous ceux qui ont fait l'épreuve d'aller à l'ambassade sans connaître ce que c'est, maintenant quand j'y vais, j'arrive pas à croire que je stressais. Toi, mais c'est ta première, tu sais l'ampleur du projet, tu es obligé de mettre tu sais que le gars, s'il est mal luné, il peut bloquer ton rêve, en fait. C'est exactement ça. Je regardais les gens et en fait, j'étais vraiment impressionné par tout. Le fait quand t'arrives, t'as un monsieur qui te dit comment ceux qui connaissent, qui vont sur Paris, qui sont allés à l'ambassade des États-Unis, t'as une manière de traverser la route. Quand t'arrives, tu peux pas aller couper la route, arriver comme ça. T'as une manière de traverser la route et d'avoir en fait ce policier t'es dans ton mood, je me rappelle même rien que le trajet du métro, j'étais silencieux. Papa me regardait, il était en train de m'expliquer ne stresse pas, dis ce que t'as à faire, ne mens pas, il y aura pas de problème. T'as briefé un peu, ouais. Mais moi, j'étais dans le métro et assis à reculons. Et j'étais en train de me dire, waouh, là, c'est le moment, là, c'est le moment, là, c'est le moment, là, c'est le moment. Et au moment où je me dis, je vais entrer avec mon père dans l'ambassade, on dit non, mon père, il rentre pas. Mon père, il était en mode, j'avoue. Tu vois? Ouais. Et là, parce qu'il m'avait vu stressé pendant tout le long, il s'était dit, donc il sort là, il me dit, Dédé, ça va aller, ça va aller. Parce que t'avais déjà 18 ans, en fait. Ouais. Mais même sans ça, je crois que tu passes. Même mineur, tu passes tout seul, tu penses? C'est très sécurisé, hein. Moi, je crois. Aux États-Unis, c'est très sécurisé. Et juste une petite parenthèse, les deux portiers de l'ambassade, ils sont encore là. Ah, c'est les mêmes? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ouais, je vais les voir. Ils ressemblent à des latinos. Ouais.
Si, je me rappelle, ouais, je les ai vus parce que j'étais allé avant de partir aux États-Unis. Les deux latinos là. Parce que moi, en c'est ça. fait, ils m'ont dit, j'avais pas le droit de rentrer avec mon sac à dos. Ouais, à l'époque, moi, c'était différent. J'avais genre une petite Maintenant, mallette. c'est encore plus sécurisé, tu vois. Mais voilà, ces deux-là, je me rappelle que quand j'avais 20 ans, je les ai vus. Et quand j'ai perdu mon passeport américain et que je suis reparti et que je les ai vus à la truc, tu sais, je le regardais, mais lui, il m'a pas reconnu. Mais moi, je le regardais avec un grand sourire, en train de me dire, mais tu sais tout ce qui s'est passé là Entre. il y a eu 15 ans de... Et toi, t'es toujours là. Je suis comme toi maintenant. Tu vois, je suis citoyen, frère. Tu vois. Je suis arrivé en mode tremblant et là, je suis en mode main dans les poches, tu vois. Ouais. Et donc, voilà. Donc, C'est beau, C'est bien, c'est pour bien. répondre à ta question, ouais, je suis arrivé à l'ambassade. Tu as ton entretien validé et les mots que tout le monde veut entendre et vraiment qui jusqu'à aujourd'hui, ça fait vraiment... Enfin, la fierté qui résonne à travers ça, c'est qu'on dit Welcome in America et qui tamponne il dit visa approuvé et qui tamponne ton passeport. La délivrance. Et tu dis merci monsieur, tu te retournes. La marche que tu fais, t'avances et tu mets sur la droite, sur la pente là. Non. Le sourire là. Ouais. Du coup, là t'es officiellement accepté dans l'université. Officiellement accepté dans Mais là, où l'université. je veux en venir, c'est-à-dire que là, c'est juste tu restes un semestre Ouais. pour la langue. Ouais. Après, ton plan, c'est quoi après? Mais en fait, le plan, c'est forcément d'intégrer l'université. Une fois que je suis capable de comprendre la langue. Ok. Tu vois, parce qu'en fait, c'est un tout. Tu peux pas arriver dans une fac et ne pas avoir les outils pour pouvoir travailler. Ok, bien sûr. Les outils, l'un des outils pour tous nous qui sommes francophones, ayant grandi en France et ayant fait notre scolarité supérieure dans une instance francophone, il faut obligatoirement être capable de passer certains tests qui te permettent d'accéder à des facs comme USF pour pouvoir être un étudiant à temps plein et accepté. Et en fait, ce pathway, ça me permettait de réaliser juste ça. Ok. Mais ça veut dire qu'à la fin, tu avais le... En fait, à USF, la beauté du truc à l'époque de English Institute, ELI, c'est que tu n'avais pas besoin de passer de test. Ils disaient, tu finis leur pathway, ils t'intègrent Tu direct. vas au bout des 6 mois bien et ça. puis après, t'es OK. T'es pris là-bas. C'est bien ça. Donc voilà. Et, Mais comment ça se passe ces 6 mois-là? Ouais, non, les 6 mois, c'était... Franchement, les 6 mois, c'était de la balle. Tu vois, c'était vraiment une grosse expérience. Après, moi, pour être... et je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent, c'est que les 6 mois, je les ai pas fait les 6 mois, frère. Ah ouais. T'as fait quoi? T'as fait combien de mois? J'étais là-bas, tu vois. Mais en fait, comment ça se passe? C'est que j'arrive aux États-Unis. Attends, avant toute chose, parce que moi j'aimerais bien Vas-y. rembobiner. Parce qu'en fait là, il y a des éléments qui... Parce qu'en fait, t'es arrivé aux États-Unis, mais c'est-à-dire que là, en gros, t'es arrivé juste pour... Enfin, fallait juste payer les 10 000 euros, c'est tout. T'avais pas à payer les 10 000 euros. Non, il fallait juste avoir 10 000 euros. Ouais, fallait juste avoir 10 000 euros. Après là, tu fais ton truc de langue 6 mois. Ouais, tu fais ton truc de langue, et après, Mais c'est-à-dire que... Parce que moi, attends, parce qu'il y a des gens... certaines personnes ne savent pas. Moi, je t'ai vu faire des choses. Et du coup, pourquoi t'avais préparé tout ça, là? Mais ça, c'était après, non? Non, c'était avant que tu partes. C'était avant que tu partes aux États-Unis. Quand tu faisais tes vidéos, tout ça, là. Ah, ok. Moi, je veux venir là, parce que on va pas sauter ces... non, bien vu. Donc, tu parles. Je veux que tu me parles de... Bien vu. En fait, mon plan, je l'avais depuis le départ. En fait, tu savais déjà... Voilà. En fait, mon plan, j'avais depuis le départ. Mais je savais que... Et on va entrer dans le détail par rapport à ça. Le truc, c'est que il fallait déjà que je maîtrise la langue. C'était la première étape. La deuxième étape, c'est que, une fois que tu as accepté, est-ce que tu as les 27 000 euros qu'ils demandent à l'année? Moi, je ne savais pas. Voilà, c'est ça. Tu vois? Okay. Donc, au lieu des 27 000 euros, je me rappelle, François, lui, il est là-bas comment? En sport. Il fait du foot. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, moi, avant de partir, je prépare en amont. C'est-à-dire quoi? C'est que, même pour revenir, ça, on en a fait après aussi. C'est que là, en fait, je pense que tu as les deux un peu mixés. Moi, c'était avant que tu partes. Ouais, donc, en fait, il fallait un plan. Ça fait que, avant de partir, je me réinscris dans mon club d'avant et je commence à jouer, je commence à reprendre et tout, etc. Et en fait, là, on va fumer la chronologie du truc. Mais vas-y, on fait un flashback. Et donc, en fait, moi, je sais que à un moment donné, il faut absolument que j'ai une bourse de sport pour pouvoir jouer.
pour pouvoir être étudiant. Ouais. Parce que mon but à moi, c'était vraiment d'être étudiant, d'avoir mon Ouais. diplôme. Et en quoi ça va t'aider la bourse? Parce qu'en fait, ça te permet de ne pas payer les 27 000 Ça me euros. permet de pas payer ça me permettait de pas payer les frais de scolarité et d'avoir d'être étudiant gratuit, quoi. Tu vois. Donc j'avais préparé en amont et je savais qu'une fois que j'étais là-bas en apprenant la langue, il fallait que je me rapproche des personnes qui jouaient et qui étaient déjà dans le bain pour que justement je leur dise moi aussi je joue et présente-moi à ton coach, tu vois. Donc le fait quand j'arrive là-bas, en fait j'arrive là-bas, je fais mes langues et je fais mes cours de langue et j'arrive à me rapprocher. Donc ce que je fais, c'est que je demande ils sont où les gens qui jouent au foot ici. Et on me montre du doigt, ils sont là-bas, après 5 heures, ils jouent là-bas et tout. Donc je vais là-bas, je me présente, je parle à des gars et tout. Et c'est des gars qui jouent dans la fac. Et je me mets à jouer avec eux. Tu vois, donc eux, normal, il y a un mec nouveau qui vient, le soccer, c'était pas... Tu vois, quelqu'un de nouveau qui vient de France, qui joue. Voilà, et c'était bien. Donc régulièrement, je jouais avec eux propre, tu vois. Et tu connais, on vient, tu fais pas de forcing. Ils savent qui tu es, tu joues, tu vois, et tu es social avec eux. Donc tu vas, on sortait, je faisais un peu partie du groupe. Avec le temps, je faisais partie du groupe jusqu'à ce que les gens, limite, pensaient déjà que j'étais déjà dedans avant même d'être dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, quand on jouait, il y avait les coachs assistants qui venaient, tu vois, qui regardaient. Et en fait, avec mon école de langue, à un moment donné, j'ai su que j'étais trop en fait, tellement j'avais faim, j'étais trop en avance par rapport au programme, tu vois. Donc, quand tu fais un programme de langue, ceux qui l'ont fait, vous allez être avec des gens qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent du Japon, qui viennent de Corée, qui viennent du Vietnam, qui viennent de Suède, dans mon cas. Donc, vous allez avoir un melting pot de personnes qui, forcément, peut-être n'ont pas les mêmes bases que nous, on a eu en étant en France. Ça fait que des fois, qu'on fait des retours en arrière sur des temps que nous, on a appris au collège, moi qui ai payé et que mon rêve, c'est d'être prêt pour être... parce qu'en fait, l'école de langue, c'était en plusieurs niveaux. T'arrives, ils te mettent sur 5, ils te mettent sur un niveau. Moi, j'avais commencé au niveau 3. Et après, tu dois monter pour aller au niveau 5. Après, niveau 5, t'es prêt. Tu vois. Souvent, les Saoudiens, ils arrivent direct au niveau 4. Tu vois. Et après, ils passaient. Nous, les Saoudiens qui étaient au niveau 3, c'était vraiment difficile. Parce que eux, leur langue de base, c'est l'arabe, certes, mais l'anglais, ils sont poussés quand même. Tu vois. Ils sont poussés en anglais. Donc, nous, j'étais au niveau 3, j'avais des gens, je me rappelle, des fois, j'étais énervé parce qu'on apprenait un certain temps à apprendre des notions et t'avais une collègue, tu vois, chinoise qui avait du mal et quand la prof a dit « Oh, aujourd'hui, on va faire ça », ah, j'étais fou, tu vois. Donc, je me dis, en fait, ce qu'ils essayaient de faire. Et après, c'est peut-être la jeunesse et l'immaturité qui faisait ça et qui était, moi, à vouloir aller trop vite à ce moment-là parce que t'as la pression. En fait, si tu veux, c'est que t'as comme cette notion de fake it until you make it. Parce que les gens, eux, ils pensent que tu as déjà make it. Ils pensent que tu es déjà dedans. Il n'y a que moi qui sais que non, mon frère, t'as vu, je suis loin encore. Donc, j'ai cette pression il faut que j'accélère. Il faut absolument que mon anglais, ça fait que pour ceux il y avait 3 Français à ELI avec moi, quand on était là-bas, dédicace à eux, et ils m'ont vu. Ça fait que quand ELI faisait des sorties, entre élèves, machin, j'étais jamais là. Ouais, il restait contre France. Non, en fait, c'est que l'école, imaginons, t'as le département de langue qui font des sorties, qui ont des activités, qui vont au cinéma, qui font leurs trucs ensemble. Voilà, à USF, t'as énormément d'événements, tu vois. Donc, quand ELI fait un événement, la fac, ça fait partie du truc, tout le monde y va. Moi, j'ai jamais été là. Moi, j'étais directement avec les élèves. Tu vois, genre, moi, j'ai fait mon nom. Si tu veux, j'ai fait mon nom avant que je devienne vraiment étudiant. Et un truc qui est très important, c'est que moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, mes roommates, c'était 3 filles. 3 filles qui étaient étudiantes. La plupart des gens qui étaient à ELI, eux, c'était une maison, tu vois, un monsieur qui les hébergeait ou une connaissance de... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, j'étais vraiment dans un logement étudiant et je l'ai choisi exprès. Tu vois ce que je veux dire? J'ai regardé les prix à l'époque. Tes roommates, c'était des étudiants, du coup? Mes roommates, c'était des étudiants. Ouais. Mes roommates, c'était des étudiantes, tu vois. Et je l'ai choisi, cette maison, exprès. Parce que je savais que tous les logements USF, il fallait que je sois dans un logement USF. Parce que je voulais être dans le bain, tu vois. Et donc, mes étudiants, dès que j'arrive,
elles ont pris soin de moi, tu vois. Donc ça fait que les gens, déjà, même en termes de langue, tu vois, le fait, les émissions qu'elles regardaient, j'étais là. Les soirées qu'on faisait, j'étais là. Donc je suis mixé avec un nombre de personnes qui connaissaient déjà mon nom. Ça fait que quand je passais dans les couloirs et tout, les gens ils se demandaient mais comment tu connais ce mec-là? Parce que moi j'ai mes étudiants qui me mettaient, mes roommates qui me mettaient à droite, à gauche. Mon premier jour où j'atterris, on a fait une house party. On est parti quelque part, elle m'expliquait les codes. Ouais, Zo, c'est les Haïtiens. Tu vois, les trucs. Et à un moment donné, t'as une chanson This is Zo, tout ça. Et elle me regardait en mode, est-ce qu'elle a compris que là, c'était la chanson, c'est l'hymne national des Haïtiens, entre guillemets, tu vois. Donc voilà. Ouais, quoi. t'as baigné dans un environnement qui était favorable. J'étais justement détaché un peu Voilà. du cursus habituel. Voilà. T'as voulu être en pleine immersion dès le début. Voilà. En fait. Et en fait, vu que j'avais tout ça qui était dans mon sens, l'école, c'était vraiment le truc qui me ralentissait, un truc de malade. Tu vois, je me suis fait des amis. Ouais, t'allais trop vite en fait. Ouais. Je me suis fait des amis dans la communauté africaine, au Kukuseku, tous les frères ghanéens, nigérians que j'ai rencontrés parce que en étant étudiant, et ça c'était un truc qui était même quand j'y pense là, c'était trop fort. Parce que je faisais partie de l'association africaine AUSF et ASA, et de là en fait, mais ça s'est décuplé, mais un truc de malade mental. Tu vois, parce que toutes les associations qu'il y a dans les facs, elles sont aussi dans les autres facs de Floride. Ça fait que des fois, ASA, quand ils font des grandes réunions, eh ben, nous, on doit aller, par exemple, à la fac de UF pour un événement. On y va tous, on va à UF. À UF, quand j'arrive, je rencontre encore énormément de personnes. Tu vois, donc je suis baigné avec des gens. En termes de réseau, donc j'étais baigné avec des gens dont j'étais tout le temps en train de parler, d'apprendre. Mes frères africains, quand je parlais, je leur disais hey, « corrige-moi », tu vois. Donc quand je disais des choses, ils me corrigeaient. Ça fait que mon niveau d'anglais, il était énorme, trop vite, tu vois, trop vite. Donc quand j'arrive pour expliquer voilà pourquoi j'avais pas tout fini les 6 mois, parce que je voulais, voilà, j'avais comme Régis il a expliqué, en amont j'avais fait, je savais que le recrutement des joueurs de foot, etc., ça se faisait beaucoup par vidéo. Et de là où, vu que à partir du moment où j'ai été accepté, tu vois, où j'ai été accepté pour la fac, et le moment de partir, je crois que j'avais un laps de temps de 3 mois, je crois, un truc comme ça. Oui, mais t'avais pas beaucoup de temps. Pas assez pour me remettre dans le bain et compagnie. Limite, et les gens du SF, les frères à USF avec qui j'ai joué, je me suis remis au niveau en jouant avec eux. Tu vois, en jouant avec eux, je me suis remis au niveau. Mais ce que j'ai présenté, enfin ce que j'avais dans ma back pocket, c'était des vidéos de joueurs qui n'étaient pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre de foot. De foot, frère. J'avais des vidéos de vous qui n'étaient pas moi, mais de dos. T'as capté? Mais tu voyais pas ces visages. Est-ce que t'avais visé un niveau genre des joueurs qui étaient en Il n'y a national? pas de limite, frère. Ouais, À un moment donné, j'étais parti à... C'était Massy? Non, moi si. Tu faisais plein d'entraînements. Aux Oirs, t'as fait. J'étais parti à Ozoir. On est parti, en fait, juste parce qu'il fallait, tu connais quand tu fais un montage vidéo, et l'idée, je l'ai eu de François. Encore, écoute, François, il m'avait dit que lui, quand il avait, parce que François, il a joué à une ville qui s'appelle Temple University, à Philadelphie. Et lui, je me rappelle un jour, quand il était revenu, François, on avait fait un barbecue chez lui pour son anniversaire, et il avait dit, moi, sur mes vidéos, j'avais mis les vidéos de Henri et Anelka quand ils étaient petits. Dédicace à toi, François. Ça passe plus, ça. Ça passe plus maintenant. Avec les réseaux, c'est cuit. Maintenant, avant, il y avait. Là, c'était l'époque, il y avait Insta, il y avait Facebook. Avant, et surtout au State, ils n'ont pas cette mentalité-là que nous, Français, on a. Tu vois, eux, c'est by the rule. Nous, on est toujours, tu me bloques par la porte, je passe par la fenêtre. Ouais, mais même le soccer aussi, là-bas. Voilà, tu vois, et après, t'as de notre côté un peu de l'arrogance qu'on avait, de moi, l'arrogance en tant que Français, on me disait, vas-y, je vais reprendre vite fait, et ça va jouer, tu vois. Et en fait, j'avais appris ça, donc ce que je faisais, c'est que je m'étais dit, quand on fait un montage, forcément, il faut qu'on te voit toi, tu vois. Donc j'allais aux entraînements, je faisais mes entraînements ou quoi, mais dès qu'il y avait un bout qui me faisait un grand pont, j'arrivais, filme-le lui. Le bout il joue bien, filme-le lui. Moi j'avais Il avait la caméra. J'avais une caméra, moi je suivais partout. T'étais complice, toi. Moi je filmais, je faisais des entraînements. Et dès qu'il faisait des trucs, il me disait filme-lui, filme-lui. Il le filmait tac dans la boîte. J'avais envoyé le tout à mon pote de lycée, Florent Talabar. Ouais. Après, j'avais un moment aussi, t'avais abusé à un moment donné, je me rappelle que tu m'as fait dans la chambre.
Il me regarde. J'ai te montré la vidéo. Le mec, il disait, c'est un latin, il disait, truc de ouf. J'ai montré la J'ai trouvé, sur YouTube, j'avais trouvé un bug avec un pied gauche, mon frère. Oh là là. Lamine Yamal, frère. Mais, tu vois, gabarit, en termes de gabarit, c'était jouable. Il faisait des trucs, j'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre lui. Et on va mélanger avec, tu vois, Je vais juste mettre 1 ou 2 secondes histoire de voir que j'ai les capacités. Pas lui, mon gars. La majorité, frère. La seule truc où tu me voyais, c'était on me voyait avec papa. Tu vois, genre. Non, même des fois, des fois, on avait des entraînements. Même, t'as vu les matchs amicaux, t'as pas vu? Ouais, j'ai fait des matchs amicaux. Ouais, j'ai fait des matchs amicaux. Ouais, il y avait quelques trucs. Mais en fait, t'as vu, en fait, pour pouvoir que je me dise, il me donne la foule, il fallait que j'impressionne. Ouais, je crois que t'as bien Mais ton plan, bah oui, ton plan, il était rodé. Après, t'as pas à rougir de ce que t'as fait. Bon, ça, c'est pas joué à plein. Attends, on va être clair direct. Je le referai encore pire. Au lieu d'aller à l'USL, je j'aurais mis Harvard carrément. Tu vois, moi, je suis un mec qui marche au culot. Ça veut dire que j'ai aucun regret sur ces choses-là qui ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était pas réglo, c'était pas, comment on appelle, conventional. Mais tu me demandes de le refaire, je le refais. Il n'y a pas de problème, sans honte, tu vois. Et après, c'était à vous à faire le travail et à regarder si c'était vraiment lui. T'as bien fait, tu vois, donc voilà. Mais en fait, tu avais préparé cette vidéo, mais du coup, cette vidéo, en fait, tu l'envoies une fois que tu es là-bas, en fait. Non, en fait, il y a eu. Après, c'est pour ça peut être long, il y a eu beaucoup de complications. C'est que, tu vois, j'arrive là-bas, je m'entraîne avec les frères, un gars avec qui. À l'époque, en fait, Sébastien, je jouais souvent. En fait, on sortait souvent ensemble. Mais lui, quand je jouais avec les gars l'après-midi, il n'était jamais là. Sébastien, c'est un gars que t'as. Ouais, Sébastien, c'est un frère à nous tous, un bon ami à nous. Et qui lui, il était déjà dans l'université, qui jouait, qui était... Mais que t'as rencontré là-bas. Ouais, que j'ai rencontré là-bas, star, qui a joué professionnellement dans l'équipe de Haïti, etc., etc. Donc, lui, carré. Mais lui, je l'ai rencontré seulement dans la nightlife. Je l'ai pas rencontré sur le terrain, tu vois, avec les gars qui jouaient pendant l'été. Donc voilà la petite parenthèse. Mais voilà, quand je revenais pendant l'été, je jouais avec des gars qui jouaient qui allaient dans d'autres universités, l'université de North Carolina, mon poteau ghanéen Eddie. En fait, je m'entraînais avec eux et c'est de là que je récupérais mon ton niveau. Ouais. Tu vois, ouais. Donc ok, ça c'est la parenthèse. Donc je fais mes cours de langue, etc. Et je commence à parler à un coach, le coach assistant de l'université. Et là, on rentre dans les détails à fond. Ouais, si je veux, oui. Ok. C'est pour les gens. Ouais. Donc, je rentre en contact avec lui et je lui explique que je suis dans le programme de langue. Parce que lui, dans sa tête, c'était en mode ok, il y a tel papier, il y a tel papier, il y a tel papier. Il croyait que c'était déjà... Non. Moi, je viens de Bonneuil. Donc, c'était pas le même système de recrutement pour entrer dans la fac. Pour ceux qui savent, avant, il y avait quelque chose qui s'appelait, c'est toujours là, NCAA, et c'est c'est comme une fédération de jeunes étudiants, et il faut rentrer dedans, et c'est super, super strict. Il y a beaucoup de choses à faire attention, et voilà, faut être très méticuleux à comment tu dis certaines choses. Et ça t'apporte quoi comme avantage, justement, de rentrer En fait, ça dit que tu es officiel, que tu rentres dans la bubble. C'est comme un mec qui rentre dans FIFA maintenant. Tu vois, quelqu'un qui joue professionnellement, il a un contrat avec FIFA en soi, ou la FFF. Tu joues, par exemple, tu rentres dans une équipe de L1, tu es dans la FFF. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pareil. La NCAA, c'est ce qui protège tous les étudiants athlètes, entre guillemets. Et en fait, voilà, donc il me dit tout ce que j'ai à faire. Et là, en fait, c'était pareil, c'était une dinguerie. Donc, moi, qui étais en cours de langue, je me dis, en fait, vas-y, eux qui mettent 10 ans à apprendre le passé composé, là, moi, je vais aller faire mes tests, je vais aller passer mes tests de langue, je vais aller faire ce que le coach il me dit, et après, je suis au beurre, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'arrête d'aller... petit à petit, je commence à arrêter à y aller. Et je crois que les gens, quand je leur dis ça, ils vont péter les plombs. Putain, il n'a pas terminé ELI. Et c'est un truc de fou, frère. Donc, j'ai pas terminé ELI parce que j'étais arrogant à savoir que je connaissais mieux que le programme. Donc, je passe mon test. Mon pote Steven Okokosekou, il m'amène à Saint-Pétersbourg.
tôt le matin, 6h du matin, je passe mon test. Attends. Saint-Pétersbourg, pas en Russie. Hein. En Ouais, Floride. Saint-Pétersbourg. Attention. Saint-Pete, Parce que là, les gars, ils vont dire. Non, parce que c'est pas connu pour les. Ouais, à Saint-Pete, en Floride, je vais là-bas, je passe mon test de langue. Ils te disent d'attendre avant que tu aies ton test. Lui, mon gars, il est resté pendant 4 heures à m'attendre dehors. Voilà, je passe le test. J'ai ce qu'il faut pour entrer dans la fac, tu vois. Donc, je reviens avec ma lettre, tout est propre et tout. Et coach, il me dit, il faut que tu rentres en France. Parce qu'il faut que je repasse sur un autre statut où je me rappelle plus c'était quoi le truc. Je devais repasser sur un autre statut. Donc, je repasse, donc je finis. J'arrive en France, mon retour après les 6 mois. Mais je reviens à mon 6 mois, les gens ils ont cru que j'avais fini, mais non, le reste, je fais 4 mois et demi, et le reste, je suis juste un boug dans la fac. Dans la fac, quoi, tu vois. Donc, juste, je me fais voir. À réseauter, malgré tout. Je me fais voir là où il faut. Ça fait que je continue à m'entraîner, je joue, je parle avec les coachs, et en même temps, je commence un peu à envoyer les vidéos à d'autres universités, juste au cas où. Ouais, t'assures tes arrières au max. Juste au cas où. J'envoie. À l'époque, il y avait une liste de facultés sur NCAA. Toutes les facs, je leur ai envoyé ma vidéo. Si je te montre mon adresse email, Gmail, tu regardes dans les années 2011-2012, tu vois toutes les facs que j'ai envoyées, avec qui je parlais, tu vois. Et voilà, donc j'ai eu des complications, donc je rentre en France. Et en fait, quand j'arrive à la maison, Sébastien, il m'appelle au fixe, et il me dit, hey, coach D, il veut te parler, t'es parti trop tôt. Donc je parle à coach D, il me dit, hey, mais t'as pas fini le programme de langue? Je lui dis, ouais, non, mais je croyais qu'on était bon. Il m'a dit, hey, j'ai tes papiers là, mais elle veut pas les signer. T'as pas fini parce que j'ai pas fini. Oh là là. Aïe. Ah ouais, putain. Mon gars, quand il me dit ça, là, mon cœur, il tombe par terre. Il me dit, t'as pas fini. Donc là, la dame, elle est là, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? T'as pas fini par rapport à l'absentéisme, on est d'accord? Par rapport à l'absentéisme. Tu vois, j'ai pas Complété la formation. Le truc, quoi. J'ai pas complété le truc. Et donc lui, il avait les papiers en main, en mode propre, mais il y a eu ce hiccup, tu vois, qui a un peu, sur le coup, détruit ton plan, en fait. T'as capté. Mais c'était une bonne leçon. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, en étant énervé, je me suis dit, ça va t'apprendre. Parce que t'es là, tu t'arrives là-bas. Après, il faut rentrer dans les détails, tu vois. T'as vu, quand t'es quelqu'un qui arrive, j'ai jamais été, pendant toute ma scolarité, j'ai toujours été un mec, je reste moi-même. J'ai jamais été la personne que tout le monde connaît. Tu vois, à mes années au collège, je suis quelqu'un, et les gens peuvent le certifier, je suis pas la personne que tout le monde connaît, tu vois. Genre, je suis le gars cool dans mon coin, humble, qui peut-être traîne avec les personnes qui, eux, sont les main characters, les personnages principaux. Pareil, quand j'arrive au lycée ici, au lycée dans le 7-7, tu vois, je traînais avec un frère Zounon, qui, lui, c'était la personne que tout le monde connaissait au lycée, mais moi, j'étais juste le poteau à Zounon. Mais le fait que quand tu prends un mec comme moi, tu vois ce que je veux dire, un mec comme moi, et que tu le mets dans une université où tu as 45 000 étudiants qui te... Enfin, je ne vais pas dire qu'ils me connaissent, mais tout le monde enfin, si tu veux, j'ai jamais... Ça, là, c'est quelque chose où, tu vois, quand tu as des gens qui disent « Ouais, moi, je suis un mec pieux, je suis là, tu n'as jamais été testé, frère. Tu n'as jamais été testé. Tu n'as jamais été testé. On te met dans ce milieu-là, là, comme ça, avec tous ces accolades, partout où tu passes, on te connaît. Des personnes même que tu penses t'aurais jamais donné l'heure, ils te veulent. Tu vois, tu veux dire, c'était quelque chose de malade mental. Twitter, à l'époque, c'était un truc de fou. Tu passes, t'es en cours, t'as des gens qui disent « Hey, on parle de toi sur Twitter. » Qu'est-ce que tu veux? Je suis allé avec des amis à moi, avec qui j'ai travaillé, qui viennent du 91 d'ailleurs, on va dire leur base. On arrive à la... Je marche avec eux dans le Marshall Center. C'est le building, le main building dans la fac. Je marche avec eux. En fait, si tu veux, je crois que le lendemain, peut-être ou deux jours après, ils rentrent, ils partent. On me tag sur Twitter. À l'époque, Twitter, j'y étais pas, toi, je m'en foutais. Et on me dit, hey, Ducer, il y avait écrit, si tu veux, Duce, il est à Tampa avec des mannequins.
Tu vois, genre, il y avait des filles qui disaient, il attend pas avec des mannequins. Tu vois ce que je veux dire? C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. En fait, c'est là que, tiens, pour te dire le fait que tout ça a fait que, eh ben, ma tête, elle était pas peut-être au bon endroit. Tu vois, j'étais pas concentré. J'étais trop, ouais, j'ai mes plans, tout. En fait, quand t'arrives et que tout marche, tu penses que tout va toujours marcher. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as mis trop les pieds sur terre. Et tu te crois un peu trop malin que le système. Ah, je suis arrivé, regarde, je connais les bougs qui jouent au foot. Paf, je suis poteau avec eux, c'est sûr, c'est bon. Oh, le coach, il parle avec moi, c'est sûr, c'est bon, j'ai son numéro de téléphone. Tous les gars qui jouent, ils me kiffent, je suis toujours en boîte avec eux, donc je fais partie de la famille, c'est sûr, c'est bon. Ça fait partie du process aussi. Voilà. Et tu crois. Et pareil, t'arrives à la fac, tout le monde te connaît, donc tu dis, hey, quand je vais commencer là, c'est bon, c'est plié. C'est plié. Et ben, paf, Dieu, il dit, tiens, assis-toi. Tu vois, assis-toi. Et ben voilà, après, t'as le qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois? Ouais. Tu dois rebondir. Lui, il t'appelle, il dit c'est mort. En fait, c'est pas qu'il me dit c'est mort, c'est qu'il m'appelle. En fait, il y a beaucoup de back and forth. On s'envoie beaucoup d'emails. Il me dit fais ci, fais ça. Donc je fais. Et en fait, à la limite, si tu veux, chaque fois que je fais quelque chose, je regarde sur le site, ils ont recruté officiellement tant. Ok. Mon gars. Mais attends, je vais te couper 2 secondes. Et si vous voulez voir la suite, regardez le podcast 2, car le podcast est en 2 parties. Donc on va faire une petite pause et puis on va reprendre. Ok.